Je vais vous laisser vous présenter dans quelques minutes, mais avant ça, je vais faire une petite introduction à notre table ronde euh, pour qu'on comprenne mieux pourquoi on traite cette thématique en fait du local dans ce forum. Pourquoi c'est intéressant de parler de la thématique du local dans un forum à destination des acteurs culturels en 2020. À l'agence culturelle, on a mené une étude, une campagne d'entretien sur la thématique culture et ESS au printemps 2020, qui nous a amené à rencontrer 15 artistes, professionnels, bénévoles et salariés de structures culturelles de Nouvelle-Aquitaine. Donc dans ces 4 entretiens, on a beaucoup parlé de la question du local, parce que ce qui revenait à chaque fois chez les personnes, c'était l'importance de mener des initiatives au plus proche de chez soi pour son cercle proche autour du lieu culturel ou de la structure culturelle. Donc cette réflexion à l'échelle locale, elle permet aux gens qu'on a rencontrés de penser le projet culturel en s'ancrant sur le territoire, mais également en l'ouvrant à l'extérieur, c'est-à-dire en faisant venir des artistes pour des concerts de très loin ou en faisant circuler des équipes artistiques étrangères pour des résidences, par exemple. Donc en fait, la question de l'ancrage et de la circulation des œuvres, des équipes artistiques, qui est donc contenue dans le titre de cette table ronde, elle est omniprésente dans la réflexion autour du local. Et on peut se demander comment s'ancrer sur un territoire, comment relier le territoire à l'extérieur quand on porte des initiatives culturelles. Et c'est ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui avec cette table ronde. Il me semble aussi que quand on parle du local, on décloisonne un petit peu le champ culturel parce qu'on ne parle pas uniquement des projets artistiques, mais quand on réfléchit à l'échelle d'un bassin de vie, on pense à plein d'aspects sociaux transversaux. Donc ça peut être c'est ce qui est derrière ce terme du local, il y a plein d'acceptions différentes de ce terme et on les mobilise consciemment ou inconsciemment en fait. Le magazine Socialter, qui est un magazine qui parle généralement d'économie sociale ou de transition écologique, a fait son numéro 39 en février dernier sur la question du local. Et dans son éditorial, le rédacteur en chef Philippe Vionduri disait qu'il y avait une aspiration citoyenne à plus de local et que cette aspiration pouvait prendre le sens de démarches sociales et écologistes, par exemple, mais aussi pouvait prendre un sens identitaire, par exemple au sens de on est chez nous. Il y a aussi une traduction libérale au sens économique du mot local, avec la valeur de terroir, des labels qui sont apposés sur des sites, sur des produits, sur des aliments. Et enfin, il y a aussi une traduction technocratique du local. On parle de décentralisation à l'échelon européen, on parle de développement territorial, de partage de compétences. Donc, selon Philippe Bionduri, je le cite, c'est justement parce que le local est devenu un mot d'ordre largement partagé qu'il faut le mettre en débat plutôt que de s'en réjouir. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et quand on parle de local, de territoire, je pense qu'il est important de donner des notions de géographie. On- Ici, on s'exprime à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est la région à l'échelle de laquelle l'agence culturelle travaille. C'est une région de 84 000 km² de superficie, avec 12 départements, où c'est une région majoritairement rurale. C'est la première région agricole de France, la première région boisée de France. C'est une région où il y a quand même 6 aires urbaines de plus de 200 000 habitants, donc Bordeaux, Bayonne, Limoges, Poitiers, Pau et La Rochelle. Mais c'est une région où les gens vivent plutôt dans des communes de taille réduite. Un tiers des habitants et des habitantes de Nouvelle-Aquitaine seulement vivent dans des communes de plus de 10 000 habitants. Donc je pense que c'est important d'avoir ces éléments de géographie en tête, mais mais pour moi, la question du local ne doit pas être un synonyme de rural, puisque ce qu'on va chercher à faire dans cette table ronde, c'est pas de catégoriser des territoires ou de s'arrêter sur une définition figée de rural, ou de local ou de urbain, mais plutôt de voir comment cette réflexion sur le local,
Elle résonne en fait avec le montage de projets dans des contextes urbains, ruraux, plus ou moins favorisés, avec des populations plus ou moins denses. Donc pour voir tout ça, le mieux c'est de passer à des témoignages concrets. Je laisse la parole à Duarte Caetano maintenant, qui est membre du bureau de Bob FM, radio associative à Limoges. Bonjour à tous. Effectivement, Bob FM, c'est une radio locale associative qui a fêté ses 33 ans cette année. On émet sur le 89 FM et on peut recevoir Bob FM aux alentours de Limoges, à Limoges et puis à 15 à 30 km autour de Limoges. Nous sommes donc une radio, tout ce qu'il y a plus de local. On est situé sur le quartier de Beaubreuil à Limoges, d'où son nom, hein, Bob FM. On n'est pas juste une radio qui passe du reggae. Beaubreuil, c'est un quartier prioritaire à Limoges, un petit peu éloigné du centre-ville, hein. Il faut 20 à 30 minutes pour relier ce quartier depuis le centre-ville de Limoges. On est une radio qui ne diffuse pas de publicité, aucune, ce qui nous confère une certaine indépendance. Aujourd'hui, ce sont 4 salariés qui font vivre quotidiennement la radio, qui assurent les émissions, construisent des projets, assurent le suivi administratif. Mais c'est une radio associative et qui dit association dit bénévole, et c'est pas moins de 40 bénévoles qui sont investis dans le projet de la radio. Et ça représente une trentaine d'heures d'émissions hebdomadaires. C'est donc une radio qui se repose beaucoup sur ses bénévoles. Alors, Bob FM, c'est une radio souvent décrite comme une radio musicale, de découverte, d'émergence, qui défriche beaucoup. Souvent, à côté de l'icône Bob FM, c'est pas rare qu'on puisse retrouver l'icône Shazam, puisqu'il y a quand même beaucoup d'artistes qu'on peut entendre sur notre radio, qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on entend pour la première fois chez nous. Des fricheuses de talent, donc à l'international, au niveau national, mais aussi forcément un gros soutien à notre scène locale. Et plus largement, un engagement très fort autour des initiatives locales, donc la promotion d'artistes, d'événements culturels ou sociaux. On est très impliqué sur les musiques actuelles, forcément, mais aussi sur toutes les autres disciplines artistiques, que ce soit les arts plastiques, le cinéma par exemple. On a beau être une radio dont on définit l'identité par la musique, nous on n'oublie pas le territoire sur lequel on se trouve. On est une radio de quartier et on s'investit beaucoup dans la vie de quartier. On s'associe aux centres sociaux, aux établissements scolaires pour monter des actions, notamment autour de l'expression, via des ateliers radiophoniques par exemple. Et puis, on est une radio locale certes, mais non moins investie dans des réseaux, notamment le réseau des indépendants de la musique, qui est un réseau en Nouvelle-Aquitaine, et également via des réseaux nationaux tels que le réseau Ferrarock, qui est une fédération à laquelle nous sommes membres et partie prenante et très active. Une fédération d'associations et de radios associatives qui s'est retrouvée autour des musiques actuelles. L'idée, c'est de pouvoir monter des actions d'ampleur nationale pour la promotion d'artistes ou d'événements. Et puis, nous, de notre côté, ça nous permet aussi de pouvoir faire remonter nos artistes locaux et leur donner une visibilité nationale. Voilà à peu près pour en résumer le projet de la radio Bob FM. Je pense qu'on en reviendra peut-être plus en détail un petit peu plus tard, mais voilà ce qui constitue aujourd'hui le projet de cette radio associative indépendante autour de la liberté d'expression. Merci Duarte. Et maintenant, Julien, si tu veux bien, donc Julien Goré, qui est chargé de développement au Garage Moderne à Bordeaux. Nous, on est en milieu urbain. C'est originellement un garage associatif qui a commencé autour de l'auto. Donc, les gens viennent, réparent leurs véhicules avec des mécaniciens salariés. Ça existe depuis 2000. Donc, très rapidement, ça a grandi, ou en tout cas, on a ajouté des activités. Sur le même modèle, on a développé un atelier vélo qui a fonctionné pareil. Les gens viennent, réparent leur vélo, etc. Dès le début, on a eu beaucoup de place. On a un bâtiment qui est à Bacalan, donc c'est un quartier au nord des écluses du bassin à flot. On a eu beaucoup de place et on a eu beaucoup d'envie aussi de faire de la culture dans un lieu de fabrique. Donc c'est à partir des années 2000, on a fait des concerts, des soirées, enfin toutes les formes qui étaient possibles. En parallèle de ça, on a ouvert, fermé différentes activités et aujourd'hui on est stabilisé sur des ateliers d'artistes dans une partie du bâtiment, toujours l'atelier auto, toujours l'atelier vélo, une cantine qui tourne tous les midis et des événements culturels quand c'est
quand c'est possible, qui peuvent prendre la forme de marché, mais aussi d'événements de quartier. Ce qu'il faut voir, c'est que dans notre contexte, on a deux choses qui sont très marquantes. En fait, toute notre activité dans ce quartier de Bacalan, au début, elle était orientée comme un lieu de production pure, parce que notre quartier était un vrai quartier de production. On est dans un bâtiment historique du 19e siècle, mais qui était déjà ancien par qui l'entourait avant. Disons que de 1960 au début des années 2000, au milieu des années 2000, autour de nous, c'était un quartier avec des garages, avec des entrepôts des années 70, etc. Donc il n'y avait pas d'habitants à proximité immédiate. Par contre, le quartier de Bacalan, un peu plus loin, il y a des habitants avec une faible densité et qui fonctionne un peu comme un village. C'est vraiment un quartier peu dense avec une population historique. Donc oui, j'avais transmis ce slide, c'est typiquement ça. C'est pas un montage, c'est à gauche une affiche de promoteur sur le nouveau quartier qui a été construit sur ces friches des années 70 qui nous entouraient et qui maintenant sont de l'habitat collectif, comme ce qu'on voit sur l'image. Et à droite, c'est un peu la parcelle prototype, on va dire, de ce qui pouvait nous entourer avec des échoppes et des gens qui sont là depuis longtemps et une faible densité avec des terrains vagues et quand même de la place. Donc nous, on est resté là au milieu. Du coup, toute notre question, ça a été de réorienter ou en tout cas de continuer à exister autour de notre objet qui est la fabrication et le lien social et la création autour de la fabrication dans ce nouveau contexte. On ne pouvait plus faire des grandes fêtes la nuit parce qu'on a plein de voisins, mais on est devenu un lieu de vie en journée. Et ça a tout son sens parce que comme vous le voyez sur cette diapo-là, la population autour de nous, dans la zone des 2 km, elle a complètement explosé et sa structure a changé. Le nouveau quartier, ça reste un quartier avec de l'habitat social comme c'était le cas auparavant. Mais le mix a changé, les pratiques ont changé, les modes de déplacement ont changé aussi. Avant, on venait chez nous quand on avait quelque chose à y faire. Maintenant, c'est un lieu de passage. Donc, on a toutes ces questions à traiter. Donc, pareil, historiquement, en fait, les gens qui fréquentaient notre lieu, c'est des gens qui avaient quelque chose à y faire ou qu'on allait chercher dans le cadre d'actions avec des publics prescrits. Par exemple, c'est des ateliers de réparation de vélos avec les centres d'animation. Ces ateliers, ils concernaient les quartiers politiques de la ville autour de nous. Ces quartiers politiques de la ville, ils existent toujours. Et aujourd'hui, nous, on est au milieu de la zone bleue que vous voyez sur ce slide, qui est la zone d'aménagement concerté des bassins à flot, donc qui n'est pas du tout un QPV. Mais toute la question et tout notre enjeu, nous, c'est d'être un lieu pour nos publics historiques qui sont dans les QPV et qui sont des gens qui ont quelque chose à produire ou quelque chose à réparer, et les nouveaux habitants de ce quartier. Donc avec deux démarches différentes. Des gens qui viennent dans le quartier pour faire ça, pour aller chez nous, pour faire quelque chose chez nous, et des gens qui ont une perception de notre lieu comme un lieu de proximité immédiate, presque de la conciergerie, parce que c'est ce qu'on fait souvent dans l'informel. Donc concrètement, les actions qu'on fait dans le lieu depuis toujours, mais là je vous ai sélectionné des visuels de choses récentes. Ça, c'est un atelier de menuiserie. On va procéder par exemple. C'est un atelier de menuiserie qui est organisé avec les Compagnons Bâtisseurs d'Aquitaine. C'est une association d'assistance à l'auto-rénovation, mais qui fait aussi de la plateau technique pour des gens en insertion. Donc à présent, c'est des réfugiés. Qui ont utilisé un chantier à faire chez nous comme support de plateau technique. Ils ont fabriqué des tables pour un espace de formation à distance. Donc on a nos bureaux dans des bus et il fallait aménager un des bus pour faire un endroit pour travailler. Eux ont fabriqué les tables. Une partie du groupe n'avait pas d'endroit où se poser pour faire la partie théorique de leur cursus, donc qui était, pour eux c'est du français langue étrangère, la théorie. Donc ils ont eux-mêmes fabriqué dans le lieu l'espace dans lequel ils viennent tous les mardis faire leur formation à distance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de circulaire, mais qu'on aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait du lien social et on offre un vrai espace d'accueil de tiers-lieux, tout en ayant une démarche active et l'idée que le lieu se construit sur lui-même et avec les gens qui le habitent. Plus dans l'activité événementielle ou en tout cas ouverte au public, ouverte sur le quartier. Là, vous voyez bien notre espace. Donc là où il y a les tables rondes, c'est les voitures qui roulent le reste du temps pour accéder au pont et se faire
faire réparer. Ce jour-là, on accueillait Refugee Food Festival, donc c'est un peu sur le même principe finalement que cette histoire de table et de formation à distance. C'est des chefs invités dans le cadre d'un festival à intégrer des restaurants ou des cuisines pendant une semaine. Et le public vient et fait une sorte de tournée de resto avec des chefs invités qui sont les réfugiés. Le final s'est fait chez nous cette année pour Bordeaux. Donc on avait un chef invité dans notre cantine avec le cuisinier qui officie tous les jours. Donc là c'est un exemple, on a transformé le lieu pour qu'il accueille du public. C'est un samedi, il n'y avait pas les voitures. Donc on déplie les tables et on accueille les gens en face des capots ouverts, quoi. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc vu qu'on est avec maintenant plein de voisins, on investit aussi l'espace public d'une manière qui est complètement nouvelle. Là dernièrement, on a fait le final du FAB, du Festival d'Art de Bordeaux, derrière chez nous, sur une place qu'on active parce qu'elle est toute neuve et personne ne se l'est vraiment appropriée. Il y a pas, enfin, juste qu'il y a peu, il n'y avait pas de commerce ou de lieu de raison d'y aller. Donc là, on a déplié un spectacle sur la place qui était dans le cadre du FAB, donc les gens venaient, billetterie, etc. Mais on avait aussi les voisins aux fenêtres qui pouvaient voir ça. Donc ça, c'est un nouvel impact, c'est quelque chose qui n'aurait pas pu exister quand le quartier était... C'était une cour d'usine fermée, enfin presque un parking, cet endroit. Donc voilà à peu près ce qu'on fait à partir d'exemples. Après, on pourrait en parler longtemps. On a, comme je vous disais au début, il y a un quartier historique qui est pas à notre proximité immédiate. Notre proximité immédiate, c'est le nouveau quartier. Mais un peu plus loin, il y a un quartier historique qui est extrêmement actif, avec énormément d'associations qui font de la culture, qui font du lien social, qui ont cette compétence presque interpersonnelle de savoir qui fait quoi. Et il y a un informel qui est très très riche, avec énormément d'associations dans tous les domaines, dans l'aide alimentaire, dans le sport, voilà, une logique de quartier ouvrier qui est un peu bizarre à Bordeaux. C'est pas du tout à ça qu'on associe Bordeaux, mais c'est un coin de Bordeaux où c'est vrai et où c'est très ancien. Ok, merci beaucoup pour cette présentation, Julien. Peut-être on peut passer directement à la présentation de Réjeanne qui est un petit peu différente, sauf si vous avez des questions, Réjeanne, sur ce que vous venez d'entendre. Sinon, je vous laisse la parole pour présenter du coup là plutôt des initiatives que vous avez observées. Vous êtes chargé d'études professionnelles associées à l'Université de Lille et vous allez nous parler d'une étude. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai plutôt une position d'observation de par les différents travaux d'études que je mène et aussi par la fac, le master métier de la culture à Lille. Et là, je termine une mission qui m'a été confiée par l'UFISC, donc qui est l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui réunit 16 organisations professionnelles, fédérations, syndicats dans toutes les disciplines, art de la rue, musique actuelle, marionnette, radio associative, et qui, avec d'autres partenaires, porte un projet qui s'appelle Agiter par la culture, et dont l'objectif est d'observer et de diffuser des bonnes pratiques autour de la thématique de l'accueil et de l'installation des jeunes adultes dans les territoires ruraux, à partir de l'accompagnement de leurs initiatives. Donc Léopold l'a rappelé en début de séance, la question du local, elle est pas liée qu'aux territoires ruraux, mais il se trouve que les expériences dont je vais vous parler et les fils que je vais essayer de tirer sont issus du rural, mais je vais essayer de faire quelques liens avec le milieu urbain également. Donc là, l'enjeu n'est pas de vous présenter l'entièreté de ce travail d'Agiter, c'est pas l'objet. Je vais plutôt juste vous dire que c'est un projet qui est financé dans le cadre d'un projet européen sur l'appel à projet réseau rural national. Et on a pu ainsi étudier une quinzaine d'initiatives, certaines de façon approfondie, d'autres plus en détail, et j'en ai choisi quelques-unes qui me semblent particulièrement intéressantes pour extraire la thématique du local. Donc je vais vous dresser
le portrait dans les grandes lignes et puis essayer de voir ce que ces initiatives nous disent sur cette thématique. Donc je vais d'abord vous parler d'un endroit qui s'appelle Le Lieu, qui a été monté par dont à l'origine, c'est la compagnie Les Fugaces, qui était basée en région parisienne. C'était 2 jeunes comédiennes et puis elles ont eu envie de changer leur façon de travailler, de quitter l'espace parisien saturé. Et elles ont eu l'opportunité d'organiser une première fête dans un village du sud des Yvelines, qui a été un succès. Et suite à ce succès, elles ont monté un autre projet qui s'appelle Les Escapades, et sur le principe d'associer des amateurs à leur création et de monter des déambulations participatives intergénérationnelles. Donc c'est un des projets qui ont eu énormément d'écho et de succès. Et elles ont commencé à avoir un lien de cœur avec ce territoire qui n'était pas du tout le territoire dont elles étaient originaires, mais qui a commencé à devenir un territoire de cœur. Et elles ont cherché un endroit où stocker leur matériel, et elles sont tombées sur une maison de retraite abandonnée par l'intermédiaire du parc naturel. Et en voyant ce lieu, ça a été le coup de cœur. Elles se sont dit qu'il y avait matière à en faire plus qu'un lieu de stockage. Elles se sont prises à rêver que ça pourrait être un lieu de création et de fabrique partagée avec d'autres artistes. Elles n'avaient pas de moyens, donc elles se sont retournées vers les participants de ce projet Escapade, qui ont tous répondu présents. Et pendant plus d'1 an, il y a eu un chantier participatif qui a abouti à la réhabilitation et à la transformation de cette maison abandonnée en un espace de création. Et on est passé donc d'un événement festif à un lieu qui est devenu plus pérenne et qui a donné aussi la naissance d'un collectif qui s'est appelé le collectif Les Gens du Lieu. Et le lieu s'est appelé Le Lieu. Et aujourd'hui, il a un rayonnement sur l'ensemble de cette zone du parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, avec à la fois des résidences, des sorties de résidence, des projets d'éducation artistique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est vraiment devenu l'occasion de faire un projet très local, un projet de territoire culturel. Et cette participation des amateurs, elle renvoie aussi à des évolutions qu'on voit un peu dans l'histoire de l'art de façon plus générale. Je peux vous renvoyer au dernier ouvrage d'Elsalzong Mangal, qui a écrit L'art en commun, dont le titre est assez explicite sur tout ce qui se joue quand on fait ensemble, et où l'œuvre, c'est plus uniquement le fruit du travail d'un artiste, mais la collaboration aussi avec des volontaires. Donc là, on est bien dans l'interaction entre un artiste et des habitants donc du local. C'est une dimension qui est assez forte dans le projet maintenant des Fugaces, mais qui n'est pas exclusive. On voit aussi que l'énergie et l'ambition artistique initiale ont été relayées par une dynamique citoyenne locale, puisque ce collectif des gens du lieu, maintenant, c'est eux qui programment les résidences. Ils n'ont pas été simplement conviés pour la phase de travaux et pour participer à ce qui serait la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'ils sont aussi dans une position où ils peuvent choisir. Et souvent, quand on parle de participation, on oublie un peu cette dimension de donner la possibilité de participer à l'élaboration, à la stratégie de ce que va être les choix, y compris artistiques, de ces lieux. Et l'autre dimension, c'est que c'était une compagnie qui a pensé d'emblée ce lieu comme un lieu partagé avec d'autres artistes, donc avec d'autres artistes locaux un petit peu élargis, mais il y a tout de suite cette dimension de partage. Donc là, je vous ai résumé à très gros traits, au travers de l'exemple du lieu, cette initiative qui montre comment, à partir d'un événement festif, cet événement festif peut générer la participation amateur, peut générer aussi de l'engagement bénévole, et puis finalement, par ricochet dans la durée, avoir un réel rôle sur le territoire et sur le local, en faisant aussi exister un peu une sorte de culture de proximité, puisque la Haute-Vallée de Chevreuse n'est pas un territoire qui est dépourvu de toute offre culturelle, mais c'était plutôt une offre liée autour du patrimoine, autour des belles demeures. Et le fait qu'une compagnie arrive avec les arts de la rue, l'art dans l'espace public qui était peu présent, le fait de faire
participer les habitants, ce qui n'était pas du tout pratiqué avant, ça a vraiment donné aussi une autre alternative aux personnes qui, souvent pour sortir, allaient plutôt au théâtre à Paris, dans les théâtres privés, en payant souvent d'ailleurs des fortes sommes. Donc cet exemple autour des fugaces qui aboutit à la création du lieu, il y en a d'autres, mais ça montre comment il y a eu vraiment une infusion dans le tissu local, et c'est pas un projet simplement éphémère qui a bien marché et qui a ensuite où les gens seraient passés à autre chose. Il y a vraiment eu une pérennité, une transformation de l'action. Je peux vous dire aussi 2 mots sur un projet qui est dans la région. Donc, pardon d'avance pour l'accent, c'est Lost in Traditions, donc qui est en Corrèze, et qui a été fondé par, pour le coup, des jeunes qui étaient originaires de ce département et qui ont fait le pari de fonder leur outil de travail pour permettre de vivre leur passion artistique et leurs aventures humaines, puisque dès l'enfance, ils avaient été baignés dans les musiques traditionnelles, et puis ils avaient envie de continuer à s'exprimer par ce biais-là. Et ils ont aussi eu rapidement envie de transmettre leur passion, donc ils ont monté 4 pôles dans leur association. Il y a un pôle musique, un pôle jeune public, un pôle avec aussi une compagnie qui travaille sur, on va dire plutôt du récit documentaire. Et puis, ce qui est intéressant, donc ce quatrième pôle qu'ils ont baptisé coopérative de contamination culturelle, avec l'envie de pouvoir, je sais pas si on peut dire rendre, mais en tout cas de pouvoir partager leur passion au niveau local avec des personnes du territoire. Et il se trouve que une des formations musicales que vous devez sans doute connaître, qui s'appelle San Salvador, qui fait partie de ce collectif, a vraiment percé, comme on dit, a eu un grand succès international, à tourner dans le monde entier. Mais quand ils ont pu s'exprimer, ils disaient bien aussi qu'ils avaient envie de continuer à agir sur le territoire et de pas être uniquement un groupe hors sol, même si dans le quotidien c'est compliqué de combiner à la fois la présence sur le terrain et puis assumer des tournées. Mais ça montre que il y a vraiment ce souci d'avoir une autre dimension à ce que peut être un artiste aujourd'hui. Et ça renvoie aussi à un autre exemple que j'ai pu étudier, qui est Arcade en Ariège. Arcade, qui est une scène de musique actuelle. Alors si dans de nombreux lieux de spectacle vivant, la notion d'artiste associé elle est largement répandue, dans les lieux de musique actuelle, c'est quand même beaucoup plus marginal pour l'instant. Et là, l'objectif, c'est de permettre à un artiste, bien sûr, d'être accompagné dans le développement de sa carrière artistique, mais aussi de pouvoir, là encore, avoir du lien avec des habitants, de pouvoir contribuer à une relation de territoire, et finalement essayer de montrer que c'est possible aussi d'être un artiste un peu de proximité, qui travailler sur un territoire, ça a du sens. Donc ça bouscule un petit peu l'idée qu'on peut avoir de l'artiste local qui serait l'artiste un peu par défaut, qui n'a pas forcément réussi à faire autre chose. Là, il y a quand même une dimension affirmée, en tout cas dans les exemples que j'ai pu voir là, de pouvoir assumer cette dimension locale et territoriale comme un choix, et qui est compatible aussi avec d'autres dimensions. Et en même temps, c'est une dimension avec laquelle il faut être prudent, puisque parallèlement, là, j'ai terminé aussi un état des lieux avec d'autres collègues sur la situation des arts plastiques dans les Hauts-de-France. La notion de territoire et de local, elle a été très présente dans les débats, notamment aussi en raison des résidences de territoire qui se sont un peu multipliées. Et il y a quand même certains artistes qui saturent aussi de cette notion du local, et qui disaient, nous, le mot territoire, on peut plus l'entendre. Donc c'est pour montrer que si à la fois il y a cet enjeu de revendiquer un travail local, une implantation locale comme faisant partie aussi du métier d'artiste, c'est pas non plus dans une exclusivité totale et au détriment d'autres dimensions, puisque c'est quand même un point de vigilance assez important.
Et puis, cette dimension du local, bien sûr, elle s'articule très souvent avec les circulations. Et là aussi, il y aurait un point de vigilance. On peut voir ça dans certains travaux sociologiques qui ont été faits sur les quartiers, où au final, ce sont des personnes du quartier qui parlent du quartier à d'autres personnes du quartier, et le reste du monde a été un peu, pas oublié, mais en tout cas, il n'est pas présent. Donc cette idée de combiner l'ici et puis l'ailleurs, elle est bien résumée dans un projet aussi qui fait partie de cette étude Agiter et qui s'appelle Besoin ici, d'envie d'ailleurs, et dont est partie prenante le Vélo-Théâtre. Le Vélo-Théâtre, c'est un lieu missionné pour le compagnonnage dans le domaine de la marionnette, et qui, en partenariat avec d'autres acteurs du territoire, a travaillé sur ce projet pour soutenir des initiatives de jeunes, parce que c'est un territoire du Vaucluse qui est un peu enclavé, et il y avait un constat que certains jeunes étaient dans des schémas de reproduction, qui se sentaient peut-être parfois à l'étroit, ou qu'en tout cas ils n'avaient pas toujours les moyens non plus d'ouvrir des portes. Donc l'objet du projet, c'était d'ouvrir un peu leur capital culturel, symbolique, et puis de les pousser un peu à prendre des initiatives. Et ils se sont finalement attelés à une problématique qui a pu être mise en évidence aussi par plusieurs travaux de sociologie sur les liens qu'on peut entretenir avec son territoire, des liens qui peuvent être un peu ambivalents, puisque parfois on parle donc une appartenance qui est vraiment enracinée. Une appartenance enracinée, ça va être un attachement qui est empreint de la crainte de partir, et qui est finalement un attachement qui peut retenir sur place. Il y a une autre forme de relation avec le territoire qui, lui, permet plus de déplacement, où on construit des ressources, où il y a déjà des circulations, et où là, le terme d'ancrage, il est pris dans le fait de pouvoir lever l'ancre. Donc, c'est aussi intéressant au niveau de la terminologie. Et puis, il y a une autre catégorie qui est plutôt des personnes qui sont attachées à leur espace rural, mais qui en même temps ont acquis les réseaux relationnels, les compétences et les moyens financiers aussi pour être dans une plus grande mobilité. Donc là, on parle d'appartenance d'amarrage. Et cette notion du rapport au local, elle est intéressante, avec un peu cet éclairage sociologique. Et pour revenir quand même sur une particularité du territoire rural, et en particulier sur les jeunes, la mobilité européenne, elle est peu pratiquée par les jeunes des territoires ruraux, en tout cas 2 fois moins que ceux qui sont en milieu urbain. Donc il y a bien là un véritable enjeu, à la fois de permettre d'identifier, de trouver des ressources sur son territoire en local, mais en même temps que le territoire puisse être aussi la source d'envie qui vont permettre d'activer des désirs de mobilité géographique et aussi mentale. Et donc finalement, on peut être à la fois dans une vision territorialisée, mais en même temps une vision qui soit ouverte et reliée à d'autres territoires. Et pour juste finir ce panorama peut-être un peu rapide, mais qui tire un peu des fils, c'est précisément cette idée aussi qui a été à l'origine d'un des collectifs qu'on a pu étudier, qui s'appelle le collectif des Parasites, qui est situé dans l'Avesnois, qui est parti d'un festival. Donc là, on peut montrer peut-être le dernier slide, qui était voilà, celle-ci, où l'histoire au départ elle est assez classique, hein. C'est un festival, et les personnes aujourd'hui salariées disent au départ on voulait juste monter un festival, et puis tout ça a beaucoup grandi. Mais cette photo, elle montre toute l'énergie bénévole qui a permis de conduire cet événement. Et là encore, cet événement qui était ponctuel, il s'est transformé en association plus pérenne, avec un pôle audiovisuel, un pôle événement, un pôle de soutien aux initiatives. Et même si l'événement créé au départ, il était festif et joyeux, il portait vraiment une dimension aussi ou en tout cas une invitation à la réflexion sur comment, quand on est
quelque part, finalement, les conséquences de nos actes ont des impacts à un niveau plus large. Et c'est un festival qui, dès le départ, a été ce qu'on appelle un éco-festival, qui a cherché aussi à récupérer des matériaux, tout a été construit par les petites mains des bénévoles. Et aujourd'hui, le projet global de l'association, c'est mieux vivre sur le territoire. Et pour reprendre ce que disait Léopold en ouverture de séance, il y a bien sûr une programmation artistique et culturelle, mais il y a aussi la présentation de la valorisation de savoir-faire locaux. Il y a des personnes qui étaient dans ce collectif qui développent d'autres projets qui dépassent largement le secteur de la culture. Il y a une des personnes qui a monté par exemple une boulangerie itinérante. Enfin, il pourrait y avoir d'autres exemples. Et l'idée maintenant, c'est de déboucher sur un tiers-lieu. Comme quand on parlait de Lost in Tradition, une grange a été achetée il n'y a pas longtemps avec l'idée de faire un lieu de résidence d'artistes, mais d'en faire aussi un lieu de vie. Et ils sont accompagnés par la coopérative des tiers-lieux. Donc là, en fait, c'est l'avant-dernière slide où on voit la grange avec une fête. Je ne sais pas si la régie m'entend. C'est bon. Et en tout cas, quand on lit l'histoire des parasites, on peut vraiment la relire avec un peu la formule célèbre qui était pensée globale, agir local, qui remonte aux années 70. Et on voit aussi que finalement, on peut peut-être un peu dépasser la binarité en disant il y aurait d'un côté le local et puis de l'autre côté l'économie mondialisée, puisqu'en réalité on est dans des systèmes d'interdépendance et on est tous pris aussi dans des interrelations. Et il y a un sociologue qui s'appelle Roland Robertson qui a créé le terme de glocalisation, finalement, qui est une façon de mixer le global et le local, et de montrer comment finalement aujourd'hui on appartient à une multiplicité de mondes qu'on construit parfois avec des éco-communautés locales, mais même s'il y a une envie d'autonomie, de mise en commun, il y a vraiment aussi la conscience d'appartenir à des enjeux socio-écologiques beaucoup plus larges. Voilà, en introduction. J'espère que j'ai pas été trop longue. Merci beaucoup Réjeanne. On nous dit dans le chat que donc la réaction à vos 3 présentations au départ et puis celle de Réjeanne, que c'est très ça fait du bien de voir toutes ces initiatives et effectivement ces projets différents et que c'est un très bon panorama qu'on est en train de brosser. Donc en tout cas, j'encourage les personnes qui nous suivent en ce moment à poser leurs questions, que ce soit dans le chat ou dans le document dédié pour alimenter les échanges. Peut-être, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez présenté, Réjeanne, sur l'évolution entre un événement ponctuel qui devient une structure culturelle plus pérenne. Vous l'avez dit dans vos présentations, vos structures sont implantées là où elles sont implantées depuis pas mal d'années. Comment on réussit ça à garder un lieu, à continuer d'alimenter sa vie, de faire venir des gens, de s'ouvrir à d'autres champs sans cesse. Peut-être que Julien, vous avez quelque chose à dire aussi sur la question par rapport au garage moderne, puisque vous êtes dans un quartier qui a énormément évolué. Et donc vos raisons d'être dans ce quartier ont aussi énormément évolué avec la population qui est arrivée dans ce quartier de Bacalan. En fait, nous, on ajuste, comme je le disais au départ, nos modalités d'accueil, nos modalités d'intervention au contexte et puis aux démarches et au type de public qu'on peut avoir. Après, il y a quand même des invariants et c'est intéressant d'introduire de la question de l'événement qui se solidifie quelque part dans un lieu. Une piste que finalement on a souvent empruntée et qui nous vaut d'avoir des partenariats pérennes ou même nous d'avoir développé de nouvelles activités, c'est vraiment ça. En fait, en étant lieu ressource dans le quartier, relativement, on a des thématiques mais on a quand même une grosse polyvalence, c'est-à-dire que c'est un grand hangar plat
avec plein de mobilier, plein de choses pour faire, et très souvent les gens viennent nous voir pour faire quelque chose. Et ce premier pas, c'est très souvent un événement. Je prendrai un exemple. Dans ma présentation initiale, je vous avais mis des diapos de Refugee Food Festival. Donc, comme je disais, c'est un événement. Voilà, ils sont venus chez nous parce que on se connaissait, etc. Et puis, on avait la place pour faire quelque chose d'événementiel, quelque chose qui était juste sur un temps. Il faut savoir que les fondatrices à Bordeaux de cet événement, les coordinatrices, se sont dit, bon, cet événement est pertinent. Il s'agit d'intégrer des réfugiés dans des cuisines pour valoriser leur savoir-faire et les faire déboucher sur de l'emploi et quelque part travailler leur insertion, mais par un apport culturel, l'apport culturel de la cuisine qu'ils sont capables de faire. Et ce projet-là avait une pertinence sur un mode événementiel. Nous, comme lieu, on a accueilli à nouveau les fondatrices de Refugee Food Festival, mais via une autre structure qu'elles ont créée, qui s'appelle Marie Curie, Curie comme le curry. Et l'objet, en fait, c'est vite résumé, c'est la même chose que Refugee Food Festival, mais c'est tout le temps. C'est-à-dire que elles pensent leur nouvelle association comme un lieu où on insère on fait de l'insertion de réfugiés, mais via la cuisine. Mais c'est pas juste 10 jours par an dans le cadre du RFF qui, lui, est très bien pour donner de la visibilité à la démarche, pour valoriser. C'est très bien pour donner à voir et pour créer une sorte de récit positif sur ce qui peut être fait dans ce cadre-là. Là, c'est dans la durée, et qui dit durée dit lieu d'accueil, et on les a accueillis en résidence pendant 10 jours pour prendre la place, oui, de notre chef pendant 10 jours, donc en résidence culinaire. Et des exemples comme ça, on peut en répéter, mais peut-être la pertinence de nos lieux, c'est d'être aussi comme ça des lieux de solidification ou des lieux d'accueil qui permettent à des projets qui existaient que sur une temporalité courte, de voir si les fondamentaux qui ont guidé cette première opération sont intéressants, pérennes, créer une communauté, parce que c'est dans ce cas-là, hein, enfin les objets et les espaces c'est bien, mais le vrai ciment qui fera la pérennité des projets, c'est la communauté qui porte. Si la communauté existe et elle peut être mobilisée lors de la première itération, nous on doit être là en relais pour accueillir plus régulièrement. Voilà. Ça a souvent pris cette modalité-là, et nous on a plein de problématiques. On va rénover notre lieu pour qu'il soit aux normes, s'il n'est pas aux normes, etc. Mais on le pense dès maintenant plus comme un lieu ressource que comme un lieu à notre usage fixe, en fait. La polyvalence, ça fait partie de la mission. Oui, Réjeanne, allez-y. Oui, peut-être pour apporter des éléments de réponse à la question de Léopold, il y a peut-être des choses qui ont à voir avec, au bout d'un moment, l'appropriation par les personnes qui pratiquent le lieu, parce qu'elles ont une place et qu'on leur laisse cette place. Et que finalement, dans les exemples que j'ai pu voir, hein, il s'agit bien à un moment de lieux qui deviennent partagés. Et ça veut dire aussi que dans les instances de gouvernance, il peut y avoir aussi des possibilités pour les habitants, les gens du cru aussi, de prendre part à ces lieux. Donc ça contribue sans doute à pouvoir les ancrer un peu plus. Il me semble aussi que la place des artistes, elle est importante. Je reviens au travail aussi qu'on a mené là dans les Hauts-de-France. Les artistes qui ont répondu, il y en a plus de 50% qui sont investis localement dans des associations. Donc la moyenne en France, c'est autour de 37% des Français, selon les derniers chiffres, qui sont investis dans des associations. Enfin, 37 personnes engagées, 23 dans des associations. Donc là, les chiffres qu'on a trouvés sont plus importants. Bien sûr, il y a un petit biais. Les personnes qui ont répondu, c'est des personnes qui étaient motivées par l'enquête. Mais ça veut dire qu'aussi souvent, on minimise un peu le rôle que peuvent prendre des artistes sur un territoire et les liens humains qui se tissent aussi au jour le jour. Et la troisième chose, c'est que il y a nécessité aussi de rencontrer des soutiens et une compréhension des politiques publiques pour que ces lieux s'installent dans la durée. Et parfois, c'est compliqué. Alors peut-être pas pour les radios associatives où l'activité est relativement balisée, même si elle a ses complexités. Mais je pense le travail que fait le garage moderne, qui est très transversal,
ou le fait de mêler l'écologie et l'art, ou le fait d'imaginer des projets de tiers-lieux. C'est des projets très hybrides qui peuvent parfois demander un peu de pédagogie pour avoir un soutien, parce que très souvent on ne sait pas sur quelle ligne de financement ils peuvent rentrer. La ligne des tiers-lieux permet un peu ces décloisonnements, mais souvent c'est ça qui rend un peu une difficulté. Donc si derrière il y a un peu une force citoyenne, une reconnaissance artistique, ça peut aider, mais hélas ça suffit pas toujours. J'aimerais bien peut-être qu'on continue sur cette question des lignes de financement qui sont souvent un petit peu le nerf de la guerre des associations, qu'elles soient culturelles ou pas, parce qu'on a une question dans le chat de Aline Rossard qui demande quels sont les arguments pour encourager les élus locaux à vous accompagner par rapport à ces projets, donc à leur sens et à leur finalité. Peut-être Duarte, si tu souhaites parler au nom d'une association qui n'est pas forcément reconnue toujours comme un acteur culturel, une radio associative. Oui, alors nous, pour ce qui est de notre financement, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de publicité, donc notre financement, on le trouve principalement dans les aides publiques, et notamment dans un fonds national qui s'appelle le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, et qui finalement est une rémunération indirecte de la publicité. Il faut savoir que tous les médias nationaux, lorsqu'ils ont des revenus publicitaires, sont taxés sur ces revenus publicitaires. Ça revient ensuite dans ce fonds et les radios en ont une rétribution selon le travail qui est mené tout au long de l'année par ces radios. Donc nous, en fait, 80% de notre financement, on le trouve ici dans ce fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et quel intérêt à soutenir des initiatives telles que les nôtres. Enfin, je pense que pour une radio associative, finalement, c'est assez simple. Il y a d'une part effectivement le champ culturel. On est là pour faire entendre des choses qu'on n'entend pas ailleurs. Nous, en tant que radio associative d'émergence musicale, on est là pour soutenir des artistes dans leur démarche artistique. Et puis, je pense qu'il y a une dimension peut-être un petit peu plus politique à tout ça. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a une trentaine d'heures qui sont assurées par des bénévoles dans notre émission. Ce sont des émissions sur lesquelles nous, on n'a pas notre mot à dire. Nous, on va pas venir en tant que membre du bureau ou nos salariés, on va pas venir jouer sur l'identité de ces émissions et sur le contenu de ces émissions. Ce qui fait que c'est une trentaine d'heures dans lesquelles toutes les expressions artistiques possibles peuvent s'exprimer, mais aussi toutes les opinions peuvent s'exprimer. On est une radio qui permet, comme toutes les radios associatives, d'avoir une diversité de points de vue sur le monde, qui permet d'élargir ses horizons, qui permet de développer l'esprit critique, qui permet des lieux d'expression. Et quand on est situé sur un quartier prioritaire, c'est évidemment un enjeu majeur. Nous, nos habitants du quartier, leur plus grande frustration, c'est d'avoir l'impression d'être sous-représentés, dans les médias traditionnels, je veux dire, d'avoir de peu moyens d'expression. Et nous, on est aussi là, c'est aussi notre rôle de tendre des micros, de donner la voix, de mettre en lumière les choses qui se passent sur les quartiers, qu'on ne voit pas ailleurs. Et puis, tout à l'heure, Réjeanne le disait, faire du local pour du local, c'est à quoi bon? Et nous, c'est aussi vraiment ce qui nous intéresse et ce qui nous motive, c'est-à-dire que on a beau être une radio locale, on a beau promouvoir les artistes locaux, on a une exigence qui est là tout le temps. On est aussi une radio qui va chercher des artistes internationaux pour les faire découvrir au niveau local. Enfin, vraiment, comment dire, on a cette proximité du local, mais on se retrouve aussi, je trouve, dans des proximités artistiques. C'est-à-dire que on est dans une commune de 200 000 habitants, et on va aussi se retrouver, nous, à Bob FM, dans cette association, via des affinités artistiques. Voilà. Donc il y a aussi cette dimension il y a le local, il y a le territoire fermé géographique, mais je pense que le local, c'est aussi une proximité artistique qui est importante. Oui.
pour répondre aussi du coup à la personne du chat, on n'a pas en fait toutes les listes d'arguments, mais c'est sûr que le rôle, les effets de ces lieux, que ce soit en termes de défrichage artistique, de participation de la société civile, de se saisir des enjeux contemporains de transition, c'est bien aussi de pouvoir les porter collectivement. Et en ce sens, les réseaux et l'adhésion au réseau ont vraiment leur rôle à jouer. Voilà, Bob FM est adhérent de la Ferrarock. Moi, je parlais de l'UFIS, mais il y a d'autres fédérations. Pour parler des quartiers populaires, il y a le collectif aussi Passons-nous, qui se définit comme le syndicat des quartiers populaires pour faire entendre la voix de ce qui se passe aussi sur ces quartiers. Donc, je pense l'intérêt à se regrouper, se fédérer, mieux se connaître et pouvoir avoir des outils de dialogue et des formes d'un peu de représentativité pour pouvoir faire entendre mieux sa voix. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que avec Julien et puis avec les exemples donnés par Réjeanne, on parle beaucoup de lieux culturels et de tiers-lieux en ce moment, enfin depuis quelques années, mais là, à mon sens, la radio associative, par exemple, est un lieu en lui-même, c'est un espace d'expression, et effectivement, disons que vous avez une existence physique dans le quartier, dans la vie des gens, dans les oreilles de tout le monde, et donc c'est aussi intéressant de réfléchir dans ces termes-là, il me semble. Mais Julien, vous vouliez ajouter quelque chose sur la discussion? Oui, on en a. C'est Réjeanne tout à l'heure, vous aviez introduit ça. L'idée que maintenant on avait le concept de tiers-lieu pour parler de ce qu'on fait, c'est lié aussi à cette question de financement. C'est que maintenant on a un concept pour désigner ce qu'on fait. Et c'est quand même vachement plus pratique que d'avoir un concept ramassé comme ça, que de devoir dire oui, c'est très bien parce qu'on met au même endroit des gens qui font des choses différentes, etc. Donc maintenant, il y a ce concept-là qui a une intelligibilité. Et c'est très bien parce que quelque part, ça a été défriché par plein de gens avant que le concept n'existe. Et la polyvalence et l'hybridité, comme ça a été très compliqué à défendre c'est exactement ça, pour rentrer dans des cases de financement, c'est exactement ça. Donc maintenant on a de la chance, il y en a une. Il y a une autre notion qui rend intelligible ce qu'on fait, à mon sens, c'est la question des droits culturels. On est tous, mais aussi bien la radio, c'est vraiment intéressant parce que la radio c'est vraiment ça aussi, surtout le fait de laisser autant des cases aux bénévoles et à de la libre expression. Et on est un peu tous des espaces des lieux d'exercice de droits culturels, plus que des producteurs en tant que tels qui sont à la source de tout ce qu'ils produisent et diffusent. Et ce concept-là de droit culturel et le retournement quelque part d'une démarche qui irait d'un rôle de lieux de culture qui sont producteurs-diffuseurs vers des lieux de culture qui sont des lieux ressources ou des lieux d'accueil d'initiatives et d'accompagnement ou de solidification de projets, c'est de plus en plus audible également. Et donc la première étape, c'est que ça soit dans la culture de ceux qui décident et de tout le monde au final. Et la deuxième étape, c'est que ça se traduise en politique publique, mais c'est quelque chose qui peut advenir que quand on a déjà gagné au moins les concepts pour parler. Mais ça, c'est en train d'arriver. Je vais rester un petit peu sur vous, Julien. On a une question qui est par rapport au garage moderne, de savoir si c'est une association, de savoir s'il y a des employés, s'il y a des adhérents à l'association, comment ça fonctionne un petit peu. Alors, c'est une association, le 1901, qui a des salariés. On a 12 salariés, ça fait 10 équivalents temps plein. Dans le lieu, on est la principale entité qui occupe le lieu, mais comme je le disais au début, on accueille des ateliers d'artistes. Il y a des espaces qui sont dédiés aussi à des membres qui sont des personnes morales et qui ont une activité qui justifie d'avoir un espace dédié. Donc ça peut être quelqu'un a un atelier de teinture, on a eu des coursiers en coopérative, enfin on a aussi des tiers dans le lieu. Voilà. Statutairement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le lieu appartient à la mairie de Bordeaux et il nous est confié via un bail amphithéotique et on a l'obligation de l'occuper dans le cadre de l'objet de notre asso et de le valoriser, de le valoriser et de le pérenniser.
En termes de quantité d'impact, c'est une association. Cette année, on est à 4500 membres. Il y en a 1 millier qui fréquentent les ateliers. Le reste est actif sur la culture et sur la fréquentation de l'accueil public, sur la cantine et ces choses-là. Et un élément très important aussi qui nous différencie de plein d'autres lieux culturels où il n'y a pas cette dimension productive concrète, on a un autofinancement qui est important, qui est de l'ordre de 70%, avec nos activités de réparation, avec la restauration, etc. Donc on a une grosse indépendance. Le delta, ce qui reste et qui du coup est à aller chercher du côté des financements publics, c'est un peu le dosage d'intérêt, le dosage projet, le dosage intérêt général via des appels à projets, via du fonctionnement aussi, qu'on peut avoir dans nos activités. Mais l'activité basale, on va dire, on la maîtrise et c'est notre autofinancement dû à nos activités productives. Donc c'est vraiment un lieu de production. Vous vous sentez totalement autorisé, on va dire, au Garage Moderne à parler aussi bien de résidence artistique pour faire venir des équipes de danse, de théâtre, que voilà, des chefs invités. Et je pense que peut-être ce modèle intrigue un peu Julien, donc peut-être en parler un petit peu plus. Oui, alors en fait, nous c'est ce qui est peut-être spécifique, c'est qu'on fait pas de différence de nature entre des activités culturelles et les activités dites productives. On fait une différence de degré, peut-être aussi parce qu'on a l'habitude de les voir dans le même espace et qu'il n'y ait pas de jonction, qu'il n'y ait pas de séparation claire là-dessus. Si vous voulez, chez nous, quand il y a une compagnie de danse qui vient faire une résidence chez nous, ça se passe vraiment en collaboration directe avec les artistes qui sont à l'étage, qui peuvent faire des décors, mais ça se passe aussi, il faut qu'on se cale avec l'atelier auto pour que l'atelier auto fonctionne encore pendant ce temps-là. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît comme une contrainte, parce qu'on se dit c'est compliqué de faire de l'accueil culturel dans un contexte où il faut produire en même temps, et effectivement c'est compliqué logistiquement parlant. Par contre c'est hyper enrichissant dans la mesure où ça nous permet d'avoir plein de points d'entrée vers la culture à partir de gens qui viennent avec un besoin utilitaire, qui ont leur voiture qui tombe en panne, qui ont leur vélo qui fonctionne pas. On vient avec un besoin utilitaire et on tombe dans un lieu culturel. Et inversement. Et donc c'est quelque part là la spécificité de l'approche. Après quelque part c'est presque ce positionnement comme un lieu qui fait à la fois de l'utilitaire et de la culture. C'est presque du recyclage de vieilles idées. C'est le Bauhaus qui disait déjà ça il y a 100 ans, qu'il n'y avait pas de saut qualitatif entre de la production utilitaire et l'expression, qu'il y avait toujours une forme d'expression dans la fabrication d'une chaise. Nous, on dit la même chose quelque part parce que quand on répare des voitures ou quand on répare des vélos, on fait on fait en même temps du lien social et on exerce l'œil, on exerce des capacités d'analyse, etc. Et on est vraiment à la limite, oui, d'un acte culturel, et ça va dans tous les sens. Et quand on fait de la production, quand on a des danseurs qui viennent répéter ici, ils fabriquent leur espace également. Donc voilà, nous, cette porosité-là, on l'a développée peut-être par défaut au final, mais en réalité, ça a rencontré une démarche hybride qui est assez riche, je pense, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire non plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais questionner Réjeanne sur cette dimension. Est-ce que ce que raconte Julien, c'est quelque chose finalement d'assez répandu dans les initiatives que vous avez observées, cet effacement en fait de la frontière entre culture et non-culture? Là, je l'ai pas dit, mais dans le lieu, parce que c'est quand même principalement des résidences d'artistes, mais ils accueillent aussi des botanistes.
Après, tout dépend. Je ne sais pas si la question c'est ce qui est culture ou pas culture. C'est tout dépend. Est-ce qu'on a une définition de la culture qui est restreinte aux activités artistiques, ou est-ce qu'on a une définition large de la culture au sens de la Déclaration de Fribourg, qui considère que plus largement la culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les savoirs, les arts, les traditions et tous les modes de vie par lesquels une personne exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence. Donc c'est plutôt ça la question. Si on a une vision large de la culture, comme c'est le cas au garage moderne, la question se pose même pas. Après, il y a cette question de tout ce qui se développe. Il y a des personnes qui travaillent vraiment sur la résidence culinaire aussi, de réussir. C'est aussi l'histoire de la séparation entre l'ordinaire et l'extraordinaire, en fait. Jusqu'où il y a quand même des choses qui sortent du quotidien, jusqu'où ça s'intègre dans les choses plus ordinaires, on va dire. Et je pense que cette question-là, elle rejoint un peu la question du financement aussi, parce que parfois c'est plus facile de trouver des fonds pour un événement où il y aura beaucoup de public, qui va être plutôt justement du spectacle vivant ou les arts de la rue, et la question de se rappeler que la culture n'est pas que spectaculaire, et ça c'est le grand credo de toutes les fédérations des arts visuels, de pouvoir dire la culture c'est aussi d'autres formes que le spectaculaire, et c'est aussi d'autres temps. Et si on est sur une radio associative, on n'est pas dans le spectaculaire, on est dans un travail au jour le jour, au quotidien, mais qui est fondamental pour le droit à l'expression de chacun. Et c'est peut-être sur ces différents registres, ces différentes fonctions, que c'est important aussi de pouvoir dialoguer. Et quand on parlait aussi, quand il y a ce passage d'événements à une structure plus pérenne, la question de la création de postes se pose rapidement. Donc vous, à la radio, vous êtes 4, apparemment vous pouvez financer ces postes, mais les premiers postes dans ces structures qui sortent de l'événement pour aller vers un temps plus long, c'est compliqué. C'est d'autant plus compliqué que je ne veux pas vous apprendre ce qu'il en est des emplois aidés aujourd'hui. Donc c'est quand même aussi un frein important au développement et au maintien aussi de certaines activités qui sont plus ancrées dans le quotidien. Et ce qui est sûr, oui, c'est que cette problématique de l'emploi, nous, est au cœur de notre vie associative. On a effectivement 4 salariés, mais c'est effectivement des emplois aidés, soit des emplois associatifs qui étaient aidés par la région, ou des contrats aidés sur des fonctionnements nationaux. Et aujourd'hui, nous, on ne fonctionne que par ça, que par des emplois aidés. On n'a pas d'emploi pérenne en dehors de ces systèmes d'emplois aidés. Donc, c'est effectivement une question qui est centrale. Nous, on passe notre temps à réfléchir à comment pouvoir pérenniser les postes, comment pouvoir les prolonger, comment trouver de nouvelles sources de financement. C'est vraiment une réflexion qui est permanente dans notre vie associative. Est-ce que ça concerne l'emploi local, ces questions-là aussi, puisqu'on est sur la thématique du local, c'est vraiment aussi de pouvoir avoir des emplois qui sont pérennes, que ce soit dans des quartiers ou en milieu rural. La question de pouvoir, en milieu rural, avoir aussi des emplois artistiques et culturels. Moi, j'ai interviewé une personne, elle m'a dit, en venant à la campagne, je pensais jamais trouver un boulot dans une asso culturelle, je pensais que j'allais trouver un boulot dans une association de services, et parce que il y a peu d'emplois culturels de qualité, avec un cadre dans de nombreuses zones rurales. Donc c'est un véritable enjeu en termes de lien avec le local, de créer ces emplois, de permettre qu'ils durent, qu'ils soient qualifiés. Oui, puis c'est sans cesse, je sais pas pour vos structures, mais nous, ça implique quand même du coup un turnover assez important dans nos équipes. Et donc à chaque fois, on remet à plat le projet de l'association, c'est de nouvelles personnes à former, c'est de nouveaux projets à relancer. C'est vrai que ça demande une énergie assez colossale, hein, de toujours comme ça remettre les choses à plat. S'il n'y a pas de réaction là-dessus, moi j'aimerais bien aborder un autre aspect qui est venu, je pense, en préparant cette table ronde sur le local, qui fait un peu le lien sur le fait de pas tout attendre de la puissance publique. Moi, je souhaite pas qu'on termine cette table ronde en disant que on peut tout attendre, soit des financements nationaux, des grandes structures culturelles labellisées, ou qu'on peut tout attendre d'une
on va dire, d'une démarche 100% locale à une échelle locale. Il y a un livre qui est paru cette année par un essayiste et conférencier qui s'appelle Aurélien Bernier, qui se titre L'illusion localiste, l'arnaque de la décentralisation dans un monde globalisé, et qui fait le lien du coup avec ce que disait Réjeanne aussi au départ sur le fait que le contexte global et local sont toujours intriqués, interdépendants, et peut-être que justement ça peut être un risque aussi amené par cette réflexion du localisme qui est de plus en plus popularisée, de penser qu'on va tout pouvoir faire à une échelle locale et qu'on va être soutenu par les échelons publics municipaux, communautés de communes, départements, régions, parce qu'on défend le fait qu'on fait un projet à l'échelle d'un bassin de vie qui favorise le lien social. Donc je pose ça là, si Réjeanne ou quelqu'un d'autre a une idée ou une réflexion à partager sur ce point, parce que je pense que ça peut être intéressant d'amener ça au débat et de ne pas louper cet aspect-là en fait. On travaille forcément dans un contexte avec une population, un territoire, une notion de proximité. Moi, il y a deux choses qui nous permettent peut-être de nous articuler à des échelons territoriaux différents. Donc, on peut se définir le garage comme un lieu de vie à l'échelle du quartier. Et moi, que j'entendrais aussi comme lieu culturel, entendu comme un lieu d'affirmation quelque part d'une mise en récit d'un territoire commun. C'est-à-dire que nous, on est une ancienne usine, on fabrique des trucs, mais c'est ouvert, on peut vivre dedans. Et notre première définition de lieu culturel, c'est d'être un lieu qui est une sorte de performance permanente de cette identité de quartier. Donc c'est une identité qui est à construire, qui est à exercer. Mais notre rôle de lieu culturel, c'est de faire de la culture, du lien, de la réparation et de réaffirmer cette identité-là en intégrant toujours de manière dynamique ceux qui la portent. Donc ça, c'est pour l'échelon local, quelque part. Après, on est toujours en lien avec un au-delà de notre territoire via les thématiques sur lesquelles on travaille. Et ça, c'est vrai pour tous les lieux. Donc pour des réseaux de radio associatives, quand on fait de la recherche, pareil. Nous, on rayonne plus large et on fait des ponts avec d'autres territoires et aussi, même très concrètement, avec d'autres modes de financement. Via des thématiques. Voilà. Donc quelque part, nos deux échelles, elles existent sur deux thématiques et je pense que c'est très souvent comme ça. Quel que soit le lieu, tant qu'on est ouvert, on a deux modes d'existence. Oui. Il y a quelqu'un qui nous demande s'il y a une cartographie qui recense les différentes initiatives en milieu rural en Nouvelle-Aquitaine. Donc je pense que c'est clairement très vaste et que ce n'est pas facile à faire parce qu'on peut mettre plein de choses dans le terme initiative. Mais est-ce que Réjeanne, par rapport au travail que vous avez mené, donc c'est pas à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ça va déboucher sur quel type de diffusion, de support ensuite? Moi, je me suis occupée donc d'études de cas, donc des portraits plutôt qualitatifs d'initiative. Après, ce travail, il est complémentaire avec justement un travail de repérage qu'a mené l'UFISC aussi, où il y a eu une enquête qui a concerné une 50aine de structures, mais c'est pas exhaustif. Par contre, il y a le Transiscope qui est développé par le CAC, qui est le collectif des associations citoyennes, qui, lui, je ne sais pas si là on peut peut-être trouver, envoyer directement le lien, je crois que c'est le Transiscope, et qui fonctionne par région et par type d'initiative, transition écologique, culture, et qui là donne une cartographie, alors pas que sur la ruralité, pour le coup sur l'ensemble, mais qui peut permettre d'avoir un repérage national sur des initiatives qui sont engagées dans des démarches plutôt de transition. Et sinon, pour les rencontres, il y a les rencontres ruralité, les rencontres nationales, projets artistiques et culturels en milieu rural qui ont lieu chaque année. Les dernières ont eu lieu le 30 octobre, juste avant le confinement, à Gignac. Les prochaines auront lieu
en Bretagne a priori, et donc c'est sur le site de la Fédélima, on peut trouver des informations, mais il n'y a pas cette fonction d'annuaire. Mais ça permet quand même de repérer vraiment avec l'entrée ruralité cette initiative. Ok. Bien, à moins que quelqu'un ait un mot de la fin à ajouter, il est bientôt 13 heures, donc je pense qu'on va s'acheminer vers la fin de cet échange. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces initiatives. Et moi, je peux vous dire qu'on se retrouve dans le cadre du forum à 14h30 sur la thématique de la transition écologique. Et d'ici là, donc, on fait une pause et on vous retrouve tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup à vous quatre.